des gens infectés, ils les soignent. Il y a aussi beaucoup de médecins qui sont allés à l'étranger pendant la semaine de relâche. Vous voyez le premier ministre, donc François Legault, qui arrive à l'heure pour son point de presse avec la ministre, Mme Mécan, de la Santé, avec le docteur Arruda, pour faire le point sur le nombre de cas. On va joindre tout de suite après Sébastien. On a déjà les données. 5 518 cas au Québec, donc plus 900 par rapport à hier. Donc, c'est l'augmentation la plus importante. Et on nous dit qu'il y a 36 morts. Ça, c'est 3 de plus qu'hier. Nombre de cas, donc, évidemment, plus le nombre de cas est élevé, plus l'augmentation est appelée à être élevée, parce que c'est une logique de pourcentage qui s'applique. Là, bonjour Sébastien. Alors oui, augmentation importante des cas, 5 518 au Québec. On va, Sébastien, écouter le premier ministre et on va prendre le temps ensuite d'analyser tout ça ensemble. Mesdames et messieurs, je vous laisse donc au bon soin du premier ministre du Québec. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes et puis je suis très fier des Québécois. Québécois m'impressionnent, mais il reste qu'il y a des personnes actuellement qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de 2 mètres, de groupes de personnes. Il y a des entreprises qui n'offrent pas des services ou des produits essentiels qui continuent de fonctionner. À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec, puis aux policiers des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts, puis que ces efforts-là soit anéanti parce qu'il y a quelques personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Donc, les policiers vont distribuer plus d'amendes. Puis, je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 $ par personne. Donc, moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. Donc, je demande aussi aux maires, mairesses des grandes villes, s'assurer que leurs policiers, là, que ça soit respecté. C'est sérieux. Il y a des vies qui sont en danger. Et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n'est pas essentiel, bien, il va y avoir des vies, on va avoir des morts. Donc, c'est très, très, très sérieux. Et ces morts-là, ça peut être, on ne sait pas, là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère, là. Donc, soyons plus solidaires que jamais. Soyons moins tolérants. Là. Il y a déjà des dénonciations. Je pense qu'il y en a eu 7 000 hier. Aux policiers, bien, les gens qui voient là, que les consignes ne sont pas respectées, je pense qu'on est rendu là. Maintenant, le bilan de la journée, malheureusement, on a 3 nouveaux décès, donc on est maintenant à 36. Je veux offrir mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces 3 nouvelles victimes. On a maintenant 5 518 cas, c'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14. Pardon. Donc, comme vous le voyez, le nombre de cas augmente, là, mais si on se compare, si on regarde les décès,
Parce qu'en bout de ligne, ça reste ça quand même qui est important puis qui est l'objectif de limiter les décès. C'est certain qu'un décès, c'est un décès de trop. Mais quand on regarde en pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis ou que dans tous les pays en Europe, là. Donc, il faut que ça reste comme ça. Mais pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre réseau de la santé, il est prêt. Je vous disais hier, on a des lits, beaucoup de lits, contrairement à d'autres États dans le monde. Puis, ce qui est important aussi, puis ça, on a fait un exercice complet, les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les ventilators, bien, on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça. Là. Dans notre pointe, on a assez de respirateurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, pour ce qui est des équipements individuels, les masques, les gants, les blouses, on a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc 7 jours d'inventaire. Puis ça continue d'arriver dans les prochains jours. Ça se peut que des établissements qui disent « Moi, j'en ai pas pour 7 jours ». Ce qu'on essaie de faire à tous les jours, ça nous arrive de prendre des équipements qui sont dans un établissement qui en a plus que 7 jours, puis de l'envoyer dans l'autre établissement qui en a moins que 7 jours. Donc, soyons prudents, là. Je dis pas qu'il y en a pour 7 jours dans chaque établissement, mais au total, au Québec, on en a pour 7 jours. Bon, j'ai vu certains reportages. C'est vrai que ça joue dur dans certains pays. On les nommera pas, mais on joue, nous aussi, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant, il faut avoir des policiers, des gens qui suivent tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe se rendent jusque dans nos hôpitaux ici au Québec. Mes remerciements du jour, tout le personnel de la santé, puis peut-être qu'on ne l'a pas dit souvent, mais je veux, entre autres, dire un mot sur le personnel qui travaille avec le docteur Arruda à la santé publique. On a des centaines de scientifiques. Je pense que ça, c'est un grand avantage qu'on a au Québec. On a des scientifiques qui, à chaque jour, nous font des recommandations. Moi, je veux leur dire un énorme merci parce qu'ils travaillent jour et nuit. Bon, évidemment aussi, il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir, avec humanisme auprès des malades. Je leur dis merci, mais je pense que ça prend un peu plus que des merci. Ça prend aussi des gestes concrets. Et cet après-midi, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et Danielle, la ministre de la Santé, vont annoncer une bonification salariale. On parle au total d'un montant quand même important, 287 millions de dollars, qui va venir bonifier le salaire de ceux qui sont en contact directement avec les malades. Puis, entre autres aussi, parce que je pense que c'est là qu'il y avait le plus de travail à faire, les préposés dans les résidences privées. Ça s'est beaucoup dit, là. Effectivement, ils ont un salaire très bas. On va augmenter leur salaire de 4 $ de l'heure. C'est important que les travailleurs des résidences dans le privé soient payés. Moi, je pense que quand on regarde toute cette bonification-là, là, je pense que j'ai jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ce monde-là. Donc, ça sera annoncé cet après-midi de façon détaillée. Sinon, je finis avec mes 3 priorités. Plus que jamais, on ne sort pas, à moins que ça soit absolument nécessaire. Donc, on ne sort pas. Je ne veux pas qu'on vide les épiceries, mais si vous êtes capable d'aller moins souvent à l'épicerie, c'est une bonne idée. Et quand vous sortez, même à l'épicerie, même dans vos marches, toujours 2 mètres, puis pas de regroupement dans les parcs. Et quand vous revenez, vous vous lavez les mains comme il faut avec du savon. Donc,
moi, je suis convaincu que si tout le monde, mais je dis bien là, absolument tout le monde respecte les consignes, on va sauver des centaines de vies au Québec. Puis gardons les statistiques comme elles sont, là, c'est-à-dire, moi, je suis fier de voir qu'au Québec, on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, il faut garder ça comme ça. Merci tout le monde. Maintenant, quelques mots en anglais. Yes. Today's numbers shows us Aujourd'hui, nous avons vu une augmentation importante de cas, mais notre système de soins de santé est prêt à affronter cela. Le plus important, c'est de suivre les consignes des autorités sanitaires. Si quelqu'un pense encore que ce n'est pas sérieux, c'est le temps de se réveiller. Les entreprises non essentielles doivent fermer leurs portes et les rassemblements doivent s'arrêter. Sinon, les policiers vont distribuer des amendes et forcer les gens à s'isoler. C'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est de la vie et la mort qui est en jeu. Donc chacun doit continuer de suivre les 3 priorités. Ne sortez pas à moins que cela ne s'avère nécessaire. Si vous sortez, maintenez vos distances. Et finalement, quand vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. C'est assez simple, n'est-ce pas? Et si chacun suit ces règles, nous allons sauver des vies. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Mathieu Dion de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Legault. Quelle est la prochaine étape si les gens continuent de se rassembler, si les commerces continuent d'ouvrir? La prison, l'armée, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on a tous les pouvoirs via la santé publique, effectivement, de donner des amendes, de confiner des gens, de s'assurer qu'ils restent dans leur maison. Donc, finalement, là, c'est la dernière chose que je veux, que je souhaite. Mais il va falloir être un peu plus ferme et s'assurer que les consignes soient signées, soient suivies. C'est sérieux, là, ce qui se passe, là. C'est pas le temps de dire « moi, je crois pas à ça », là. Oui, ça se transmet d'une personne à l'autre assez facilement, face à face, là, à moins de 2 mètres. Donc, faites attention. Vos propos d'hier sur les lieux d'hébergement pour aînés, votre ton... a amené certaines personnes à se demander, coudonc, est-ce que vous êtes en contrôle de la situation dans ces lieux-là? Il y a des médecins en CHSLD qui nous disent même qu'on leur demande de limiter au minimum et à quelques rares exceptions les transferts vers les hôpitaux en raison de la crise pour éviter des souffrances inutiles notamment. En sommes-nous rendus à faire ce genre de choix? Bon. D'abord, c'est jamais bon de transférer des personnes, changer d'établissement, des personnes, entre autres, âgées, qui prennent des habitudes puis qui sont désemparées quand ils changent d'établissement. Ce qu'on essaie de faire, et puis je pense que Daniel envoie de plus en plus de directives, vous savez, dans les résidences, entre autres privées, il y a beaucoup de personnel temporaire, il y en avait beaucoup qui travaillaient dans plus qu'une résidence. Donc là, on essaie de les faire travailler seulement dans une résidence. On pense que d'augmenter le salaire de 4 de l'heure, en tout cas, on espère convaincre des personnes qui travaillaient à temps partiel de travailler à temps plein. On isole les zones chaudes. C'est important aussi de dire que dans toutes les résidences où il y a des cas, les résidents, leurs familles sont informés. Donc, mais il faut, même les résidences où il n'y a pas de cas, il faut faire comme s'il y en avait. Il ne faut pas qu'il y ait de visite, il faut faire attention. Puis c'est ça que tout le monde doit faire au Québec. On doit faire là, comme si on l'avait, le virus, puis que chaque personne qu'on rencontre avait le virus. Puis c'est encore plus important dans les résidences de personnes âgées. Et ça va se développer davantage de donner des soins sur place. Dans le contexte actuel, c'est primordial dans les CHSLD, même au niveau des résidences privées qui ont un certain personnel, de donner des soins sur place quand c'est possible, le plus possible, pour ne pas transférer la personne à l'hôpital. Mais si c'est requis, oui, on va transférer la personne à l'hôpital. Mais il faut donner les soins le plus possible sur place. Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, on m'informe qu'il y a une première éducatrice de service de garde d'urgence dans une école de Montréal
qui a testé positif à la COVID-19. Ce qu'on nous dit, c'est que le service de garde demeure ouvert malgré tout. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les procédures? Parce que ça inquiète évidemment les gens qui vont porter les enfants là-bas. Bien, écoutez, je ne connais pas ce cas-là en particulier, s'il vient d'arriver. Là, c'est l'équipe de Montréal qui va le faire. Chaque situation est évaluée comme telle. Chaque situation est évaluée en fonction de quand est-ce que la personne a été malade, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les contacts étroits. Fait qu'il va y avoir une enquête spécifique sur ce cas-là, puis les mesures vont être prises. S'ils n'ont pas encore fermé, entre guillemets, la garderie, comme vous dites, c'est qu'ils sont en train d'enquêter puis de voir la situation. Mais c'est clair qu'on ne placera pas des enfants à risque d'une situation. Il est possible que ces enfants... Est-ce que il faut voir l'histoire. Est-ce que l'éducatrice l'attrapait ailleurs? Est-ce qu'elle l'a attrapé d'un des enfants qui est là, peu symptomatique? Mais c'est cette enquête-là qui va permettre de le voir. Mais les choses vont être prises en charge pour investiguer ce cas-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec les contacts pour contenir la situation. Je vais sûrement avoir d'informations sur quoi de particulier, là, mais actuellement, je n'ai pas de détails, mais c'est la santé publique de Montréal va s'en occuper. Juste vous dire, là, je pense qu'on a 3 ou 4 des garderies qui sont ouvertes au Québec. Là, donc, il n'y a pas de raison de prendre un risque. S'il y en a une qui risque d'être infectée, on va la fermer pour en ouvrir une autre. Là. Question? On me dit, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu Doug Ford hier qui disait que la situation en Ontario est presque aussi sérieuse que celle de l'Italie et de l'Espagne. M. Ford a dit ça hier en conférence de presse. Est-ce que le fait que, de l'aveu même du premier ministre de l'Ontario, la situation soit très importante en Ontario, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures pour faire en sorte de limiter encore plus le voyagement entre l'Ontario et le Québec? Bon, d'abord, pour l'instant, les situations sont comparables entre le Québec et l'Ontario. Ils ne sont pas du tout comparables avec l'Italie. Je peux vous dire que je lis ça attentivement, là, mais je vous donne juste 2 chiffres. Au Québec, on a 4 décès par million d'habitants. En Espagne et en Italie, ils sont à 200 décès par million d'habitants. On n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même situation. Là. Et ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on ne se rende pas là. Mais il y a encore beaucoup de chemin. Puis il y a des mesures qu'on a prises. Et comme je le disais tantôt, nos hôpitaux, contrairement à ce qui est arrivé en Italie, sont prêts. On a 6 000 lits disponibles. On a des respirateurs pour tout le monde. On n'est pas dans la même situation que l'Italie. Est-ce que, par contre, la vague risque éventuellement d'arriver, bien, il faut s'assurer qu'on soit prêt. Prochaine question, Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Oui, bonjour à vous 3. Excusez, je cherchais ma question dans mon document. Les États-Unis, ont commencé à tester tous les professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui doivent se rendre dans plusieurs CHSLD en une journée. Il y a des employés ici aussi qui passent d'un CHSLD à l'autre. On en a parlé hier. Le CDC a aussi révélé qu'il y a des employés asymptomatiques qui peuvent être des vecteurs. Dans le contexte, est-ce que vous maintenez votre directive qui permet aux employés de retourner au travail après 7 jours? Puis est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager des tests ou même les tests rapides dont vous avez déjà parlé, Dr. Arruda? Moi, je vais dire un mot, puis je vais donner la parole à Dr. Arruda par la suite. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on décide de faire là, actuellement, parce qu'on s'aperçoit là, qu'il faut faire un effort additionnel, c'est de réorganiser le travail. Quand vous dites, là, il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont dans plusieurs résidences, on va essayer de concentrer dans une résidence le même personnel. Et on le fait maintenant. Là. On est en train de réorganiser le travail pour justement diminuer le nombre de personnes qui sont en contact dans une résidence donnée. La situation que vous invoquez où on a demandé à des gens de revenir au travail après 7 jours, des gens qui sont asymptomatiques, c'est à la marge. C'est pas fréquent qu'on fait ça. Mais on fait ça dans des circonstances exceptionnelles où est-ce qu'on pourrait avoir un bris de service, qu'il n'y aurait pas de service du tout pour les personnes âgées. Et on met toutes les mesures de protection. Hein. Le masque, laver les mains, prendre la température 2 fois par jour. Alors ça, c'est très, très important. Et je redis, c'est exceptionnel qu'on le fait, mais on est obligé de le faire dans certaines circonstances.
Pour les tests, je vais... Oui, écoutez, votre question est bonne, mais il faut aussi oublier, pas oublier, mais comprendre qu'on utilise le test là où on pense qu'il va avoir le maximum d'effet. On l'a maintenu au début pour les voyageurs parce que c'était là qu'on avait des problèmes. Et je peux vous dire qu'on a des taux de positivité de nos tests qui sont élevés. Ça veut dire que quand on teste les gens, puis qu'on en trouve 10 de positifs ou 12, 13, avant en augmentant, c'est qu'on est en train de tester la bonne catégorie. Si on teste des gens puis que le taux de positivité est à 1 ça veut dire que vous testez beaucoup de monde qui n'aura pas besoin d'avoir le test. Il y a toute une priorisation qui a changé. Les voyageurs, on ne les teste plus. Les gens qui sont des contacts de cas, on ne les teste plus. Les gens qui ont des symptômes pour lesquels on peut retarder le test puis qui restent à la maison, on ne les testera plus. On va ancrer notre énergie sur les patients et les personnes du personnel symptomatique. On va réévaluer. Quand on aura une recapacité de tests importante, on va peut-être faire même des tests aléatoires dans les populations dans certaines communautés. À Montréal, on va peut-être avoir une stratégie différente de celle qu'on a en Gaspésie parce que ce n'est pas la même épidémiologie. On est tout au fait de ça, puis quand on aura, parce que le test rapide qu'on dit, là, il n'est pas disponible demain matin, quand on aura cette capacité-là, on va les faire, les tests, puis on va même faire des études génomiques sur les virus, là, des cas qu'on a eus, pour comprendre de façon plus fine, probablement, comment se sont fait des choses. Fait que dans le fond, là, je peux vous dire, on fait toujours, en fin de compte, l'utilisation optimale du test pour les bonnes personnes au bon moment dans le temps. Ça va fluctuer dans le temps. Puis on tient compte de la capacité aussi qu'on a ici. Puis on ne peut pas dire que la capacité du Québec est mauvaise. On était en bas, on est monté quasiment au 4e au niveau mondial. Puis là, il faut quand même toujours tester adéquatement avec la capacité qu'on a. Puis quand on aura plus de tests, ça va être tester. Puis à des moments donnés aussi, certaines catégories qu'on testait, dont on n'a plus besoin de tester, parce qu'on a fait notre diagnostic dans ce secteur-là, puis notre traitement est bon pour ce secteur-là, mais il faut peut-être aller chercher d'autres endroits. Monsieur le Premier ministre, quelles sont précisément les commandes de matériel que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous l'attendez quand? Vous en attendez dans quelle quantité? Bon, écoutez, on ne donnera pas le détail des commandes. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont en discussion. Il y en a qui passent par Ottawa. Donc, il y a plusieurs commandes qui sont attendues à chaque jour. Et on continue de travailler à essayer d'augmenter certaines des commandes. Donc, et puis on travaille, comme je l'ai dit aussi, avec des entreprises québécoises qui vont être capables éventuellement de fabriquer ici au Québec beaucoup de matériel. Bon, parfois, c'est pas tout à fait le même matériel, mais bon, si on prend par exemple les blues, là, on va réussir quand même à faire ce qu'on a besoin de faire. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, il semble que maintenant, on a assez de respirateurs pour répondre à la demande de pointe. Mais assez, j'imagine que beaucoup de gens se demandent, c'est combien? Et par ailleurs, est-ce qu'on a commencé à réfléchir à des lignes directrices avec, par exemple, des comités cliniques ou les médecins pour savoir si jamais il doit y avoir un choix de priorisation? À qui on va laisser des respirateurs, comme ça s'est passé dans certains pays? Bon. Actuellement, puis on parlera éventuellement de nos scénarios, mais dans nos scénarios les plus pessimistes, on a assez de respirateurs. Donc, il n'est pas question de commencer à choisir des personnes à qui on donnera un respirateur, puis d'autres personnes à qui on n'en donnera pas. Il va en avoir pour tout le monde, même dans le scénario pessimiste. Et par ailleurs, on reçoit beaucoup de messages de familles qui sont dans des régions métropolitaines, que ce soit Québec, Montréal. Leurs parents, il y a des personnes âgées qui sont en parfaite santé dans des résidences privées, qui sont donc enfermées entre 4 murs. Des fois, c'est des 3,5, des studios, depuis des semaines. Et puis, ça finit par jouer sur leur morale. C'est pas juste un service téléphonique dans un CLSC qui peut régler ça. Ces familles-là veulent aller chercher leurs parents dans des résidences privées, les attendre à la porte, les amener dans leur maison et s'occuper d'eux pendant le temps que va durer la crise, plutôt qu'ils soient enfermés à voir personne. Est-ce qu'on permettrait, par exemple, à ces familles-là de se rendre au Saguenay ou au Bas-Saint-Laurent, d'aller chercher leurs parents puis de les ramener dans leur maison? Bien, écoutez, je pense que il faut le regarder. En même temps, on a donné évidemment les orientations qu'il faut se déplacer le moins possible entre les différentes régions et même certaines régions ont des points de contrôle.
et qu'il est préférable de ne pas aller dans un autre domicile. Là, hein, quand on est dans un domicile, de ne pas changer de domicile. Moi, ce n'est pas venu à mes oreilles, là, mais peut-être que je me tournerai vers Dr. Arruda pour voir un peu d'un point de vue épidémiologique qu'est-ce qu'il en pense. Bon, c'est toujours un peu délicat là, de répondre avec une orientation générale. Il y a du cas, à mon avis. C'est sûr que, disons ça dépend de la région où la personne part ou où elle va. Là. Si vous parlez d'une région qui n'est pas touchée du tout comme telle, ça va être à analyser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, mais vous comprenez des gens qui sont dans des zones fermées, à l'intérieur même d'une ville comme Montréal, dans Détroit et demi, il y en a plein. On sait que c'est pas facile. OK? D'ailleurs, si vous me permettez, au Québec, on est allé vers une approche, je pense qu'il faut le mentionner, très compréhensive. Puis les Québécois, moi, je suis très fier de la solidarité qu'on est en train de développer. Il y a plein d'initiatives, des téléphones pour les personnes, etc. Il y a des reportages de familles qui vont, mais qui respectent le 2 mètres. Le problème, c'est, imaginez-vous une personne de certain âge qui est en bonne santé, mais qui revient dans une famille où il y a de la circulation, puis la personne est en train d'incuber la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On se sent bien, on est en pleine forme. Au du moment, on s'en va te chercher. Je ne sais pas si c'est pour aller au Saguenay ou à l'inverse. Mettons, mais tu t'en reviens à Montréal avec nous autres, on va te garder. Puis la personne est en train d'incuber. Je ne sais pas si vous comprenez, ça me met mal à l'aise. Si c'est quelqu'un de la Gaspésie qui va chercher quelqu'un à Rivière-du-Loup, puis où il n'y a pas trop de circulation, j'ai comme un meilleur malaise. Le principe ici, là, c'est de protéger nos plus les gens vont être isolés, même de leur famille, etc. Parce que c'est pas que la famille veut les infecter. Ils savent peut-être pas qu'ils sont asymptomatiques. Puis là, on n'est plus dans des histoires de voyage, de gens qui reviennent de voyage. Il y a la circulation intensive, mettons, dans la couronne autour de Montréal. OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit c'est mieux pas. Puis l'autre élément que je tiens à vous dire, quand on vous permet, pas pour les gens qui sont en quarantaine, qui reviennent du voyage, mais quand on vous permet d'aller prendre une marche, hein, à l'extérieur, c'est pas pour aller faire des réunions ensemble sur le perron ou dans un parc à 2-3 mètres de distance, prendre un café qu'on prenait chez Tim Hortons avant, mais qu'on se redonne des rendez-vous. Si on commence à faire ça, la mesure ne marche plus. Puis là, on va dire, on va faire comme dans d'autres pays. Vous sortez plus, pas en tout. Vous avez une personne de sortir comme telle. Puis même des pays qui ont soudé des portes. Je vais juste vous le dire jusqu'à quel point on n'est pas là. Fait que je pense que l'appel du premier ministre à dire on ne veut pas pénaliser tout le monde parce qu'il y en a qui participent, qui le font bien, puis l'amener. Mais si jamais on est obligé d'aller là, à un moment donné, on verra. Fait que moi, mon message, c'est une analyse au cas à cas, mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée d'aller rejoindre des parents qui sont dans le groupe à risque, qui sont nés dans une zone où ça chauffe, parce qu'on peut ne pas le savoir qu'on est malade. Et il faut essayer, je pense, de trouver des solutions pour briser cet isolement. Oui, il y a le téléphone. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens technologiques? On se penche là-dessus actuellement. D'autres moyens aussi de stimuler en gardant vraiment la distance nécessaire. Là. On a vu certaines initiatives dans des résidences personnes âgées à l'extérieur quand le temps est beau, puis là on s'en va au printemps, là, tant mieux. Une animation même. Et ça, on regarde ça actuellement parce qu'effectivement, il faut briser le plus possible cet isolement. Alors, on est très sensible à la situation qui est vécue, puis on va ajouter aussi du personnel, hein, comme on vous l'a dit hier. Fanny Lévesque. Je veux juste compléter. Là, au-delà, effectivement, des précautions qu'il y a à prendre, je veux vous dire que moi, je suis sensible à ça, là, de dire, si une personne dit « je vais aller chercher ma mère, mon père, le ramener à la maison », il faut prendre des précautions, mais je suis sensible à ça. Je peux comprendre que des Québécois souhaitent faire ça. Donc, il ne faut pas fermer la porte. C'est du cas par cas, mais je peux me mettre à la place des gens puis dire, je comprends qu'il y en a là, qui veulent aller chercher le père, le mère, puis les amener à la maison. Je comprends ça. Merci. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour. Sur la question du matériel médical, j'ai entendu la question de ma collègue, là, vous ne voulez pas aller dans le détail de ce qui est attendu, mais est-ce qu'on peut au moins avoir une idée du besoin, là, de l'estimation, de quoi on a besoin? C'est quoi le nombre en termes de quantité qu'on a besoin pour le matériel médical et versus ce qui est prévu qui arrive? Là, est-ce qu'on peut avoir une idée, une estimation de ça et avoir le détail aussi de ce qui va arriver d'Ottawa? Bon. Peut-être donner un petit ordre de grandeur.
On utilise des centaines de milliers de masques par jour. Donc, oui, quelqu'un qui m'appelle pour me dire j'ai 100 masques ou j'ai 200 masques, c'est gentil, là, mais on utilise des centaines de milliers de masques par jour. Donc, les commandes qu'on cherche, c'est des commandes de millions, puis on travaille là-dessus, puis moi, je suis optimiste là-dessus. Les gants, c'est des millions de gants qu'on utilise chaque jour. Donc, il faut que ça soit des commandes presque de dizaines de millions de gants. Donc, c'est l'ordre de grandeur, là. Puis les blouses, on a des bonnes ententes. Moi, ce serait peut-être pas tout à fait le même tissu, là, mais je suis confiant pour les blouses qu'on va être capable assez rapidement d'en fabriquer. Fait que c'est beaucoup les masques. Il y a 2 sortes de masques, les N95, puis les masques de procédure pour la chirurgie. Mais je vous dis juste, là, c'est des centaines de milliers de masques, donc on cherche des commandes de millions. Là. Tu sais, comme ce matin, on parlait d'une commande qui avait passé par, je ne sais pas trop où, ça arrive sud, pour aller dans l'Ohio, on parlait de 10 000 masques. Je comprends, là, on ne refuse rien, là, mais tu sais, 10 000 masques, là, par rapport à notre consommation journalière, c'est une petite quantité, là. Donc, mais dites-vous, là, on a un excellent département des approvisionnements, des achats. Je suis ça personnellement, puis on a des gens d'affaires qui nous donnent un coup de main. On a des gens qui ont des excellents contacts en Chine, par exemple, qui nous donnent un bon coup de main. Donc, on fait tout ce qui est en notre possible là, pour ne pas en manquer. Donc, on doit comprendre qu'il y a des commandes en route ou qui ont été placées en termes de millions d'équipements. Oui. Ça, c'est bien. Vous avez parlé aussi de justement des entreprises québécoises. Plusieurs ont levé la main. Moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Est-ce qu'il y a des ententes qui ont été conclues concrètement avec ces entreprises-là, entre autres pour les masques? Est-ce qu'il y a des producteurs locaux? Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'ils arrivent quand là, dans la chaîne d'approvisionnement, ces entreprises-là? C'est une question. Là. Il y a comme une période difficile. Là. On a du matériel pour une semaine. On espère être capable. Là. Vous voyez, ça fait 2 jours qu'on reçoit des petites commandes qui font qu'on reste à une semaine. Puis, obtenir le matériel fabriqué au Québec, c'est plus de l'ordre de 3, 4, 5 semaines, dépendamment de l'équipement. Là. Donc, il y a effectivement une période risquée, là, critique, entre les deux. Olivier Bossé, Le Soleil. Il y a la question du masque au Québec aussi, la production. Oui, c'est une question. Toujours en se limitant à une question sous question, Olivier Bossé, Le Soleil. J'aimerais connaître la situation dans les centres d'hébergement pour jeunes, les centres jeunesse de la DPJ. Quelle information? Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Je parle régulièrement avec Lionel Carman. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'employés dans les centres jeunesse qu'il y en avait au début de la crise, il y a 2-3 semaines. Là. Donc, on ajoute du personnel. Il y a... on a laissé tomber certains services qui étaient moins essentiels pour rapatrier plus de gens dans les centres jeunesse. Mais moi, c'est une grande préoccupation que j'ai. S'assurer aussi tous les signalements, de donner suite rapidement, puis de protéger nos jeunes, puis protéger aussi les personnes qui travaillent dans les centres, là, mais... Lionel Carman me dit quand même que c'est sous contrôle actuellement. Aussi, on me dit que les visites dans les unités de soins palliatifs sont interdites depuis hier. Est-ce que c'est exact et pouvez-vous expliquer pourquoi? Je ne pense pas. C'est juste vous dire, de façon générale, c'est du cas par cas. Oui. C'est une question d'être humain. Oui, il y a un risque important, mais voir sa mère ou son père pour une dernière fois avant qu'il meure, là... Je suis très sensible à ça. Donc, je ne pense pas qu'on va faire exprès pour refuser, là, avec des masques et toutes les procédures nécessaires, qu'une personne aille voir quelqu'un de sa famille pour une dernière fois avant qu'il décède. Là. Oui. Si je peux me permettre, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit hier que le Québec gagnait la bataille contre des États américains là, pour l'approvisionnement. Je comprends que vous nous dites aussi aujourd'hui, le stock qui a été détourné là, vers l'Ohio, on parle seulement que de 10 000 masques, mais c'est quand même pas rassurant de voir qu'on subit le même coût que certaines administrations européennes. Comment faites-vous pour vous assurer que nos commandes ne soient pas détournées? Puis, est-ce que vous pourriez, par exemple, demander à Justin Trudeau d'intervenir auprès de l'administration américaine là, pour s'assurer que ça n'arrive pas?
Bien, on travaille ensemble. On travaille avec le gouvernement fédéral, avec Chrystia Freeland. On travaille avec les ambassades du Canada à l'étranger pour prendre toutes les mesures nécessaires. C'est ça. Quand on regarde les États américains, il y a des États actuellement là, qui aimeraient être dans notre position, puis d'avoir du matériel pour une semaine, puis d'avoir assez de respirateurs pour la pointe. Je trouve que quand je me compare avec certains États américains, là, je me trouve qu'on est dans une relative bonne position pour le matériel et les respirateurs. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, je voudrais quand même dire que, par exemple, donner un exemple, la situation au niveau des masques N95, s'est un peu améliorée. Alors, je veux revenir là-dessus parce qu'on a eu des questions, notamment hier, avant-hier, sur des chirurgies, des traitements en oncologie aussi. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on avait trois éléments là, dont il fallait tenir compte. Dans certaines circonstances, il fallait qu'on donne de la capacité d'avoir les lits suffisants pour donner vraiment les services là, dans le cadre de la pandémie. Et ça, c'est fait. Comme on dit, là, on en a presque 7 000 maintenant de libérés. Il y avait également la question qu'on était assez serré sur les masques N95. Et là, ça s'est un peu amélioré. Il y avait également la banque de sang. La banque de sang qui était basse. Mais là, les Québécois ont répondu à notre appel et notre banque de sang est en meilleure position. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand on a des chirurgies électives, là, oui, il faut délester pour donner la capacité au niveau des soins intensifs et au niveau des lits. Quand on a des situations qui peuvent attendre, on peut attendre. Il y a des situations urgentes là, au niveau de la chirurgie, au niveau des traitements de cancer qu'on continue absolument. Mais il y a parfois des entre-deux où est-ce qu'il faut un jugement clinique, voir si d'aller de l'avant avec un traitement, c'est correct, même s'il y a un risque au niveau là, de la transmission de la COVID-19. Mais il y a aussi la considération, est-ce qu'on a ce qu'il faut? Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la situation s'est un petit peu améliorée et que là, on va pouvoir probablement ouvrir un petit peu sur des situations qui sont entre deux. Des situations où est-ce qu'il y a un jugement clinique, est-ce qu'on va de l'avant dans certaines chirurgies, dans certains types de cancers aussi, là. Et je pense qu'on va ouvrir un peu dans les prochains jours parce que la situation s'est améliorée. Maintenant, je veux revenir sur l'inquiétude que vivent les personnes âgées. Je sais que vous partagez évidemment cette inquiétude-là, mais pourquoi ne pas publier la liste des 519 résidences de personnes âgées où il y a des cas d'infection? Il a été impossible, par exemple, hier, de savoir sur les 519, il y a combien de CHSLD puis combien de résidences. Les Québécois, est-ce qu'ils ont le droit de savoir, dans le fond, si leurs parents ou leurs proches se trouvent dans une résidence qui est infectée? L'information, dans le fond, est pertinente là, pour les résidents eux-mêmes. Bon, je vais laisser le Dr. Arruda, parce que j'ai posé la même question ce matin, là. Et ce que je comprends, c'est que d'abord, les résidents sont toujours informés quand il y a des cas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je voudrais qu'on fasse comme si toutes les résidences étaient infectées, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas de risque. Je ne veux pas non plus envoyer le message à ceux qui n'ont pas de cas pour l'instant, de dire « Ah, ben vous êtes corrects, vous autres, vous pouvez prendre des risques. » Non. C'est ça qui est plus critique, les résidences personnes âgées. Puis quand on dit qu'il y en a 500 quelques qui sont infectés, il y en a que c'est des cas confirmés, il y en a que c'est des cas probables. Bref, il y en a qui ont un cas, il y en a qui ont une éclosion. Chaque cas est différent. Puis on informe les personnes concernées de la situation. Mais dans le respect de la confidentialité, on rend une information publique quand elle est d'intérêt public pour des fins d'intervention. C'est clair que tous les propriétaires où il y a un cas dans leur bâtisse doivent avertir toutes les autres clientèles sans divulguer le nom de l'appartement, etc. Devraient idéalement contacter les familles pour que les gens soient au courant. Ce qu'il pourrait y avoir comme données au point de vue public, c'est le nombre qui sont actuellement au Québec par catégorie. Il y en a combien en CHSLD, il y en a combien, etc. Mais d'avoir une liste, qui, à un moment donné, une situation va être réglée à un endroit, etc.
Puis d'avoir une liste pour aller à l'enquête de l'histoire de cas, là, dans le détail, c'est pas nécessairement d'intérêt public. Mais je dois dire que tous les propriétaires, puis c'est comme ça en service public, là, les gens savent qu'il y a un cas, même, je vous dirais, quelqu'un qui, dans une tour de résidence, a des cas, un propriétaire qui le sait pourrait mettre une pancarte sans identifier ici, il y a un cas de coronavirus, mais comme dit le premier ministre, il faut considérer que partout, il y en a. C'est comme ça qu'on va être capable de ne pas passer à côté, de se laver les mains. On demande aux propriétaires de faire l'hygiène de leurs ascenseurs, des boutons d'ascenseur, si les gens ont des affaires là. Tout ça, là, je pense, à mon avis, puis faites pas confiance à ceux qui font la désinfection. Lavez-vous les mains si vous y avez touché. Touchez un bouton d'ascenseur avec votre coude. Considérez tous les milieux à risque. Devenez pas parano, en psychose, mais posez les bons gestes. Puis les bons gestes, c'est... Parce que qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas un cas ici qui est en train d'incuber ou qui est passé puis qui va être seulement dans nos statistiques dans 3 jours ou dans 4 jours? Fait que l'attitude du PM, c'est ce qu'il faut faire. Puis de grâce, si on est capable d'appliquer ça au maximum, si les récalcitrants qui n'appliquent pas vont l'appliquer, on va la gagner, la bataille. Merci beaucoup. En terminant, André Martin, TVA. Oui, bonjour à vous trois. J'aimerais revenir sur l'approvisionnement du matériel. Je me demande si l'argent est un obstacle pour le gouvernement du Québec. Est-ce qu'on assiste à une surenchère du matériel? Parce que là, tout à l'heure, M. Legault, vous avez dit, nous aussi, il faut jouer le jeu. On paie en argent comptant. Ça prend la présence de policiers. Contre qui vous vous battez? Bien, contre tous les autres pays qui veulent en avoir. Là. Puis contre, souvent, il faut faire attention parce que ça peut être quelqu'un qui représente un autre pays, mais qui est un intermédiaire. Des fois, il y a comme 2, 3 intermédiaires avant de se rendre à l'État en question. Donc, oui, s'il faut payer comptant, on paye comptant. Puis, bon, oui, les prix ont augmenté, mais... ça n'a pas de valeur. Pour moi, la vie des Québécois, donc on est prêt à payer le prix qu'il faut, le prix qui est demandé. Écoutez, on fait tout notre possible. Puis quand je dis on joue le jeu, bien, si ils veulent être payés en comptant, on va être payés en comptant, c'est nécessaire. Là. Question? Vous avez récemment fait appel aux entreprises, même au milieu de l'éducation, pour demander qu'ils vous acheminent l'équipement médical dont ils disposent, qui pourrait vous aider à vous prémunir de la pénurie. Vous aviez dit que cette aide-là était la bienvenue. D'abord, est-ce que des entreprises privées ont été généreuses? Et pourquoi pas carrément réquisitionner, avec un décret du gouvernement, que tous les équipements qui dorment dans des classeurs, dans des entreprises, vous soient directement acheminés? OK. Bon, d'abord, c'est pas mal déjà fait. Puis comme je le disais tantôt, si on dit on utilise des centaines de milliers de masques, là, que quelqu'un vienne nous porter 2 masques ou même 100 masques, faut faire attention. Faut quand même rester efficace. On écoute tout le monde, là, puis vous ne pouvez pas vous imaginer depuis quelques jours le nombre de courriels, de dizaines, de centaines de courriels que j'ai personnellement reçus de gens qui veulent nous offrir des masques. Bon. Je vous donne un exemple. Ça, c'était un peu intéressant. Le président d'Air Transat, que je connais bien, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils ont arrêté les vols avant-hier. Il y avait 25 000 masques. C'est pas pire. Donc, je me suis arrangé pour qu'ils nous envoient les 25 000 masques. Puis il y avait des gants aussi, tout ça. Et puis, je fais ça, là, je vous dis, je compte pas le nombre de personnes. Puis, tu sais, j'apprécie ça, là, mais on cherche des millions de masques, là. C'est ça, là. Merci. C'est ce qui complète pour les questions en français. So we'll switch in English. We'll start today with Cathy Sonnet from CBC. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez dit en premier que les policiers, les policières étaient là afin d'informer la population. Vous ne vouliez pas créer de tensions sociales et vous ne vouliez pas que l'armée intervienne. Mais maintenant, le ton semble avoir changé. Qu'est-ce qui vous a forcé la main de dire aux policiers, aux policières, soyez plus stricts? Réponse. Écoutez, je reçois un nombre grandissant de messages de la population disant, vous m'en demandez beaucoup. Je respecte vos directives, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, allez-vous faire quelque chose? Donc, cela devient important que la police
puisse imposer des amendes, et des amendes salées entre 1 000 et 6 000 $. Et je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Il nous faut nous assurer que chacune collabore, qu'on respecte les consignes. C'est également important pour la solidarité sociale. Il faut que l'on collabore. Et s'il y a un petit nombre qui s'en détournent, il nous faut observer des conséquences à la transgression. Madame McCann, vous avez parlé des travailleurs, des travailleuses des CHSLD, des auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires. Par exemple, en Mauricie, nous avons un cas où un employé ou plusieurs employés ont été rappelés avant le 14 jours parce qu'il manquait de personnel. Vous avez parlé du 7 jours par la suite, qu'il pourrait retourner après 7 jours quand cela s'avérait nécessaire. Mais à quel point êtes-vous solide, sachant qu'il est possible, quand vous êtes asymptomatique, de transmettre le virus? N'est-ce pas risqué pour vous, en sachant qu'il y a des gens qui sont de retour après 7 jours, ils travaillent avec des aînés? Réponse. Avant tout, ce sont les orientations de l'Institut de la santé publique qui a examiné toutes les questions. On ne l'a pas décidé sans être appuyé par les conseils scientifiques et fondé sur les données. Et nous prenons toutes les précautions nécessaires. La température est prise 2 fois par jour, la personne porte un masque, ils lavent leurs mains de façon répétée. Donc, nous prenons toutes les précautions d'usage. Mais c'est vraiment exceptionnel, comme je l'ai dit. Mais vous savez, entre le choix de laisser les gens à eux-mêmes, sans aucun service, ça c'est impensable. Il faut donc emprunter la voie qui est la moins risquée, le moindre mal pour les aînés. Et pour l'instant, cela fonctionne. Mais on ne sait pas ce qui va arriver demain, n'est-ce pas? Mais nous avons pris toutes les précautions. Et comme je l'ai dit auparavant, toutes ces mesures sont prises tous les jours avec le personnel qui revient après 7 jours d'isolement. Question. Bonjour. Madame McCann, nous avons vu une éclosion à l'hôpital de Verdun. Est-ce que c'est une preuve du manque de matériel de protection médicale? Réponse. Alors, attendez, on va voir ce que l'enquête va révéler pour l'hôpital de Verdun, mais je pense que la situation est maîtrisée. Toutes les mesures ont été adoptées en conséquence de la situation. Et je connais très bien cet hôpital parce que j'étais directrice générale de cet hôpital. Je connais le personnel, je connais le directeur général, je lui ai parlé récemment et la situation est maîtrisée maintenant. Et toutes les précautions ont été prises, l'isolement est en place et c'est ça qui est le plus important. Question. Différentes entreprises et médecins nous appellent qui ont des ventilateurs, des masques développés, même des outils de triage en ligne. Mais ils n'ont pas de réponse du gouvernement. Y a-t-il un problème sur la gestion gouvernementale? Réponse. Nous avons une équipe de 200 personnes qui y travaillent. Bien sûr, ils font enquête selon le sérieux des gens qui appellent. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent « Je suis prêt à fabriquer des masques, mais je n'ai pas de matériaux, je n'ai pas de conception, je n'ai que des gens qui sont prêts à travailler. » C'est sympathique que ces gens offrent leur aide, mais de notre côté, on essaie d'être plus près d'une livraison, donc des gens qui ont tout ce qu'il faut pour les produire à court terme. Question par courriel pour M. Legault. Quelles sont les mesures adoptées par Québec pour s'assurer que les livraisons se rendent? Est-ce qu'il y a des avions qu'on envoie? Est-ce qu'il y a des policiers à bord des avions pour ne pas se faire soutirer des
des réserves qui nous sont promises, qui sont payées? Réponse. Écoutez, nous avons les forces policières, nous avons aussi les relations qui sont établies avec différents pays, donc nous faisons le nécessaire pour s'assurer qu'on soit en mesure de mettre le grappin sur l'équipement et que ça se rende à l'hôpital. Le docteur Arruda, nous voyons des milliers de personnes qui attendent leurs résultats de test. Est-ce que le nombre de cas et de morts fidèle à la réalité? Réponse. Oui, pour les morts, c'est clair. Pour ce qui est des cas, il y avait un retard d'analyse, c'est vrai, mais on commence à l'éliminer. Ensuite, nous pourrons donner les données correctes. Et en fait, il y avait probablement des cas qui ont été annoncés hier qui devaient être annoncés auparavant, mais le retard des analyses a prolongé le délai. Donc, c'est des gens qui meurent du COVID-19, même c'est que parfois, des fois, les morts sont attribuables à la COVID-19 par d'autres façons de l'analyser. Question. Les États-Unis connaissent une situation qui est gravissime. Quelles sont les conséquences pour nous? Réponse. Écoutez, le matériel est un problème pour tout le monde. Nous sommes en meilleure posture que bien des États, que ce soit aux États-Unis. Nous en avons encore pour 7 jours et nous avons assez de ventilateurs, de respirateurs pour traverser la pointe prévue. Donc, ce n'est pas une situation idéale, mais on est en bien meilleure posture que bien des États américains. Une dernière question. Le maire d'Oka dit qu'il y a trop de gens qui traversent Oka pour se rendre aux magasins de marijuana et de tabac. Il veut des contrôles routiers. Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que ces boutiques devraient être fermées également? Réponse. Oui, ils doivent être fermés. Et moi, je pensais qu'elles étaient fermées. Moi, je vais vérifier là-dessus. Je vais faire le suivi. Merci, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde et à demain. Le premier ministre qui vient de dire à la toute fin, je croyais que les petits comptoirs qui vendent de la marijuana sur la réserve près d'Oka étaient fermés. Et avec le regard qu'il a donné à un de ses collaborateurs, on présume qu'il veut que ça soit fermé rapidement. Bon.